Je ne vois pas pour le moment. On a tout dit, tout est maintenant clair, donc pas de questions. On Non, s'arrête. mais cela veut dire que tout était très clair. Certainement, oui, sans aucun doute, mais sinon, je voudrais vous poser la question, donc si je peux, en attendant que d'autres personnes formulent leurs questions à elles, je voudrais vous poser la question concernant les romanisants. Est-ce que vous avez parce qu'en fait, les résultats que vous avez présentés concernent essentiellement, enfin, concernent les différentes philologies. Est-ce que vous avez pu repérer la spécificité des romanisants dans ce grand nombre d'étudiants de philologie, de toutes les philologies en fait, est-ce que vous avez pu repérer les romanisants? Est-ce qu'ils présentent une spécificité, une particularité par rapport aux autres philologies? Je dois, Ok. oui, je réponds de façon très concrète et courte, non. Et je le constate avec un grand regret, mais je comprends très bien qu'un tel besoin existe, oui. Mhm, mhm. D'accord, merci. J'étais un peu contre la méthodologie que nous avons adoptée, D'accord. mais je pense que nous sommes en mesure en sélectionner les données qui concernent les romanistes. Donc, ça peut encore venir, si je comprends bien. Vous pouvez encore regarder vos résultats et peut-être extraire quelques chiffres concernant les romanisants. Oui, oui, c'est tout à fait faisable puisque nous avons, enfin, c'était vraiment un travail de longue haleine qui nous a pris plus de 2 ans. Donc, nous avons ramassé les questionnaires. Ils sont quand même classés tout d'abord par filière. Donc, il est possible d'extraire les données et de les présenter. Mais a priori, c'était pas notre objectif. Donc, nous ne l'avons pas fait. Mais sur demande, il est possible de faire ce travail. D'accord, merci beaucoup. Et s'il y a d'autres questions peut-être là maintenant? Puis-je prendre la parole? Oui, bien sûr, bien Je ne sûr. sais pas comment faire cette main, la Très bien, lever. très bien. Je, Allez-y. dans ce milieu, je suis complètement perdu. Les Teams, oui, ça va. Enfin, ce n'est pas que je dise quoi que ce soit en rond, mais je pense que c'est un travail vraiment utile, emprunté à la bibliothèque pour voir de plus près. Je ferai circuler cet ouvrage, le vôtre, parmi les collègues. Je pense que, d'après ce que j'ai entendu dire, trois collègues, certaines observations des nôtres, et non seulement en privé, non seulement dans le cadre de nos universités, euh, comment dire, se convertissent. Ça veut dire que on voit que ces tendances-là sont justes. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le fait que non seulement la philologie romane, le fond, le fond a été vraiment, parce que entre collègues, non seulement directeurs, chez nous à l'université Genève, nous discutons. On voit que les autres philologies, je dis les autres, ça veut dire sauf la philologie américano-anglaise, leur impérialisme, cela se confirme. Voilà ce que je veux dire. Cette confirmation, j'ai eu l'occasion d'en discuter avec les Stade de France à l'occasion que, mais sinon, je dis visite de l'académie. J'ai discuté avec Didier Lecoing, celui qui m'a posé la question, ce qui fait qu'il y a toujours des étudiants en philologie française. Parce que lui, il voit très bien, comme les autres, que la situation est telle que ne peut rien faire contre cet impérialisme. Je lui ai expliqué que, contrairement à cette domination de l'anglais, je ne suis pas des collègues philologues, je suis anglaise. C'est pareil,
ils enseignent comme nous, non seulement la langue, aussi tout le contexte culturel. Et il a dit, oui, c'est vrai, d'après ce que je vois moi, ça veut dire lui, et, cet aspect culturel, littéraire, linguistique. Et une chose encore que j'ai, c'est que ce qui m'a surpris un peu dans ce que Mathieu Cabia dit, vous trois d'ailleurs, c'est qu'il y a un intérêt plus important en premier cycle pour les lettres que pour la linguistique et pour la traductologie. Chez nous, c'est un peu différent. C'est-à-dire, les trois séminaires, je vous donne les chiffres. En deuxième cycle, on a trois séminaires, littéraire, linguistique et traducto. Et là, je ne me rappelle plus, c'est doublé pour traduction. C'est particulier. Et ils croient que leur avenir, c'est justement cette traduction. De ma part, un grand merci. Merci. Est-ce qu'on peut faire un petit commentaire juste pour rectifier peut-être une chose? Donc, on a parlé de cet intérêt en présentant les données des personnes qui venaient à peine d'entamer les études. Donc, c'était les étudiants au début du premier cycle. D'accord. Et justement, à la fin du premier cycle, sans doute, il se serait rapproché déjà des données valables pour le master. Donc, pour les séminaires, cela ne nous surprend pas parce que la même tendance se dessine aussi, enfin, au moins dans l'université de Wrocław. Mais là, les données concernaient les candidats qui venaient de faire à peine 2-3 semaines de leurs études et on leur demandait ce qui les avait poussés, en fait, à choisir cette filière. Donc, c'était des données a priori, en quelque sorte. Je crois aussi. Merci pour ces deux commentaires, celui de Monsieur Václav Rapak et celui de Monica en réponse à ce commentaire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bernadetta, est-ce que je peux revenir encore Oui. à ta question parce que entre-temps, j'ai profité de l'occasion pour jeter un coup d'œil sur nos données. 552 étudiants en philologie française ont pris part à notre recherche, donc c'est quand même plus de 10%. Donc, je dirais que c'est quand même beaucoup. Tout à fait, c'est un chiffre qui est statistiquement intéressant, hein. D'accord. Donc, si je comprends bien, on peut s'attendre à ce que vous reveniez à ce questionnaire pour extraire des données concernant les romanisants éventuellement. Nous n'avons pas dit le dernier mot. D'accord, c'est très bien, merci. Moi, si je peux encore rebondir, parce que je ne sais pas s'il y a d'autres personnes, si quelqu'un veut prendre la parole, n'hésitez pas. Sinon, moi, j'ai quand même une observation qui m'a enfin, un petit peu surprise ou pas surprise, je ne sais pas, mais en tout cas une observation concernant l'intérêt pour la recherche. En fait, ils ne manifestent pas beaucoup d'intérêt pour la recherche. Ils sont comme... Si? Si, on a eu de tels. Donc, pour le 12e cycle, mais c'était des données qui étaient moins signifiantes puisqu'elles ne dépassaient pas le 10% qu'on s'est posé comme seuil pour cet exposé. Donc, au 12e cycle, il y a des personnes qui se réfèrent à des recherches scientifiques menées à l'Institut. Et aussi au prestige associé au titre, je cite, de philologue, pardon. D'accord. Ok, d'accord. Donc, il y a quand même cet intérêt pour la recherche qui en fait se préoccupe la plupart d'entre nous, n'est-ce pas, pour le master. On ne pense pas uniquement à la professionnalisation, mais on espère quand même les préparer également, non seulement à faire de la recherche, mais également à interpréter les recherches dans les sciences humaines, n'est-ce pas? Donc, c'est plus large, ça dépasse uniquement la pratique et l'exercice de la recherche, mais également la compréhension, en fait, de cet univers scientifique et l'interprétation des résultats de recherche dans les sciences humaines. Et juste peut-être un
tout petit complément en plus. Donc, en 12e cycle, quand on leur a demandé aussi pourquoi ils avaient choisi cette filière, donc ils disent aussi, enfin, certains qu'ils veulent compléter leur éducation par le diplôme de master ou des doctorats. Donc, on avait aussi mais c'était enfin, des petites données, en fait. Donc, on les a intégrées parce que là, on montre quand même des grosses tendances universelles dans toutes les philologies, mais dans notre livre, on en parle, que ça existe quand même, et que c'est... Donc, c'est un petit facteur d'optimisme aussi. D'accord. OK. En général, je pense que si on analyse toutes les données à un niveau un peu plus détaillé, donc au niveau de... oui, on parle des chiffres moins de 10%, mais par exemple, ce qui m'a beaucoup surpris, c'est l'intérêt pour l'histoire de langue. Beaucoup d'étudiants en première année sont très intéressés par les cours d'histoire de langue. Ou de Deuxième année, paléographie aussi. voilà. Euh, Excellent. 25% de répondants parlent de leur amour, de leur passion pour la littérature. Mm. Je pense que nous répétons peut-être trop souvent et il faut aussi vérifier nos représentations, vérifier peut-être nos convictions que la littérature ne les intéresse plus. Non, pas du tout vrai. Les données ne le confirment pas du tout. Mhm. S'ils ne sont pas très intéressés par la linguistique en première année, c'est parce qu'ils n'ont pas de connaissances sur la linguistique. Mhm. Mhm. D'accord. Donc, c'est aussi un facteur d'optimisme. Ce serait intéressant de voir comment ça évolue, la représentation. Bon, on le voit un petit peu quand on regarde les attentes par rapport au master, mais c'est un peu autre chose, n'est-ce pas, encore? Oui. Et il faut aussi croiser ces données avec les données présentées par Magda. Donc, le facteur de satisfaction et d'insatisfaction, c'est surtout le corps enseignant Mhm. qui est mis en exergue. Donc, le facteur Mhm. humain est inestimable, vraiment, oui. Donc, on Mhm. peut apprendre tout, ou on peut intéresser chacun par Mhm. chaque chose si on a ce légendaire charisme. Ah, 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 ah. Oui, et c'est peut-être aussi à nous de pousser les étudiants vers la recherche parce que parmi les facteurs de satisfaction, ils ont aussi mentionné en fait la possibilité de participer à des cercles scientifiques ou à des colloques, des séminaires. Donc, il y en a aussi, Mhm. euh, voilà, c'est peut-être grâce à nous parce que Mhm. Mhm. on travaille avec eux, on les pousse, on les invite à approfondir en fait les connaissances Mhm. par Mhm. la recherche. Par ailleurs, je vois parmi les membres de cette conférence aujourd'hui l'un de nos étudiants de la linguistique appliquée à Lublin, ce qui en fait me rassure que en fait, les étudiants s'intéressent à la recherche. On salue l'étudiant alors. Et les étudiants nous ont aussi aidés dans cette recherche. Donc, on les a impliqués. Donc, un petit groupe, enfin, au nombre de 7 étudiants, je crois, au total. Mhm. D'accord, donc ça doit être motivant et peut-être que effectivement, s'ils ne manifestent pas tous le goût pour la recherche, c'est peut-être aussi parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'expérience de recherche et peut-être que c'est aussi un domaine où on doit encore faire un peu plus d'efforts pour les intégrer dans nos projets de recherche de manière peut-être plus systématique. Mais Benno, moi je suis très optimiste parce que si dans cet échantillon, nous avons une centaine d'étudiants, Mhm. même moins, qui sont intéressés par la recherche, je dirais que c'est déjà beaucoup. Ouais, ouais, ouais. À Non, l'échelle du pays. mhm. D'accord. Je ne sais pas, je donne la parole aux autres parce que je ne voudrais pas non plus monopoliser. Anya Majarczyk, je vois que Oui, d'accord. Je vous en prie, Anna. J'ai vu sur les diapos que au niveau de l'offre de formation, n'est-ce pas, les étudiants étaient souvent insatisfaits. Alors, est-ce que vous pourriez commenter, est-ce que vous avez des données concernant cette offre de formation? Quels sont leurs désirs, quels sont leurs souhaits? Parce qu'en général, je crois que c'était expliqué à un certain moment qu'ils souhaitaient avoir plus de cours pratiques, c'est ça, des cours ayant le contenu pratique. Voilà. Mais est-ce que vous avez des informations plus spécifiques, plus concrètes?
Tu veux dire s'il y a des informations concernant les contenus des cours concrètement, par exemple? Oui, voilà, en quoi, oui, en quoi plus spécifiquement ont-ils besoin, expriment-ils des besoins? Ça reste, moi je dirais que ça reste quand même sur un niveau, sur des niveaux assez général. Soit c'est inutile par rapport à l'avenir qu'il projette, soit ce qu'il programme, soit c'est trop dispersé, soit c'est, comme je vous ai cité, en fait, c'est citation des enquêtes. Donc, en fait, ils veulent avoir des cours plus utiles, plus pratiques, très en rapport avec, en fait, ce que le marché du travail exige. Et il ne s'est pas prononcé concrètement sur la nature des contenus à aborder. OK, OK. Mais en même temps, on a vu qu'ils sont satisfaits des cours que parfois ils jugent pas trop pratiques, ça veut dire des cours typiquement académiques, n'est-ce pas, des cours de littérature et des cours de linguistique. Donc, bon, ça veut dire que je cherche maintenant comment pourrait-on les satisfaire plus, parce que d'une certaine manière, voilà, donc je vois ici une certaine contradiction quand même. Tout à fait. Nous, on n'a pas entré trop de manière très détaillée dans les programmes des universités de philologie. Nous, on s'est arrêté en fait sur les enquêtes qu'on a obtenues. Donc peut-être et cette offre de formation dépendra bien évidemment des filières, n'est-ce pas? Parce que chacun en fait propose des cours complètement différents et spécifiques pour en fait pour le contexte qui lui est propre. Et puis dans les recommandations qu'on n'a pas finalement commentées, on parle aussi du fait qu'il faut œuvrer dans la direction de la réduction de la rigidité organisationnelle des études, en fait. Donc, que les étudiants puissent construire leur emploi du temps un peu plus à la carte. Donc, de cette manière, peut-être on peut euh, renforcer cette satisfaction. Parce que sinon, de toute façon, si on offre la même chose à tous, on ne satisfera jamais tous, disons. Ça, c'est clair. Oui, on va jamais arriver à ceci. Donc, la solution est dans le choix, ce qui est bien évidemment une arme à double tranchant, puisque ça pose des problèmes de nature organisationnelle. Mais c'est la direction probablement vers laquelle il faudra aller plus tôt ou plus tard. Oui, c'est ce que les étudiants expriment depuis un certain temps, n'est-ce pas? Et j'ai l'impression que ces derniers temps, c'est encore plus intense, qu'ils aimeraient bien avoir plus de choix, plus de possibilités de composer eux-mêmes leur parcours. Et en même temps, on voit que ça pose, bon, chez nous par exemple, ça pose des problèmes du niveau justement organisationnel. Donc voilà, il faudra peut-être se pencher là-dessus. Je pense que beaucoup de nos répondants exprimaient ce désir de façon très claire, très ouverte, qu'ils veulent que les études de langue les préparent à bien fonctionner, à fonctionner de façon satisfaisante dans des milieux, par exemple, pluriculturels et plurilingues. Et comment le faire? Est-ce qu'il faut introduire, je ne sais pas, la matière intitulée Fonctionnement dans une entreprise multiculturelle? Non, je pense qu'on peut le faire par l'intermédiaire de textes littéraires, par l'intermédiaire de textes qui portent sur la culture et par l'intermédiaire des contenus sociolinguistiques, par exemple, aussi. Je vois aussi encore un autre défi parce que on a vu que les étudiants étaient majoritairement satisfaits de nos enseignants, n'est-ce pas? Et voilà, plus ou moins voilà, de l'apprentissage des langues, mais quand même, il y avait une insatisfaction au niveau de l'attraction, n'est-ce pas? De l'attractivité des cours. Donc, ils jugeaient que les cours ne sont pas, si je me rappelle bien, je ne sais pas, corrigez-moi si je me trompe. Voilà. Donc, je vois que
je pense que peut-être il y aurait un certain besoin de formation au niveau de nous, le corps enseignant, qu'on puisse être formé parce que, par exemple, moi, je vois que je ressens un besoin de formation assez large au niveau d'enseignement avec des nouvelles techniques. Ça veut dire pas avec de nouvelles technologies parce qu'on les maîtrise plus ou moins tous, n'est-ce pas, après la pandémie, etc. Mais au niveau de la didactique, il y a certainement des méthodes nouvelles qu'on ne connaît pas et qu'on pourrait appliquer avec voilà, de façon positive pour nos cours. Peut-être que je pourrais- Merci pour ces commentaires. Je pense qu'il renforce aussi notre optimisme. Si les profs ressentent ce type de besoin, ça augure bien pour l'avenir parce que ils voient qu'il faut évoluer. Et justement, c'est ce que nous... Enfin, c'est pas une conclusion très originale, mais en fait, ça se résume à ce postulat. Il faut qu'on change, oui, tout en gardant le meilleur, disons, donc tout en gardant notre originalité, mais il faut qu'on s'adapte au monde qui change autour. Et je pense que nous sommes vraiment tous en plein dedans. Je ne sais pas si mes collègues veulent ajouter quelque chose. J'ai vu que Agnieszka Dryańska voulait dire quelque chose, donc peut-être... Oui, oui, merci pour cette présentation vraiment très passionnante. Et moi, j'aurais une question parce que vous avez parlé beaucoup de la satisfaction des étudiants, de l'insatisfaction des étudiants. Mais quelle est votre opinion ou quelles sont vos impressions concernant les besoins que vous avez identifiés? Est-ce que ça correspond, c'est-à-dire les besoins, les attentes des étudiants par rapport aux études philologiques, est-ce que cela correspond plus ou moins à votre ou notre vision de cette filière générale des études philologiques? C'est-à-dire, parce que bien sûr, nous pouvons essayer de satisfaire certains besoins, mais est-ce que vraiment ça correspond à notre vision? Agnieszka, tu as posé une question très large et je ne sais pas comment, comment y répondre de façon... Satisfaisante pour Agnieszka. Non, parce que je pense qu'on peut analyser cette question à différents niveaux. Oui, moi par exemple, j'éprouve le grand besoin d'apporter plus de modifications au niveau de formes de travail et formes d'évaluation. Je pense que les cours magistraux dans leur sens classique appartiennent déjà au passé. Je pense que certaines solutions, surtout de pays anglo-saxons, sont vraiment bonnes. Solutions sont bonnes. Donc, il est bien peut-être de voir, je ne sais pas, de comparer par exemple les programmes, les philosophies de l'enseignement dans différents pays. Je ne sais pas la manière de... Je suis pas spécialiste en littérature, mais il y a probablement d'autres moyens d'accéder à un texte littéraire, par exemple. Il y a des formes de travail qui sont euh, conventionnelles, mais dans notre optique, toujours peu conventionnelles. Peut-être, si l'on se penche sur des questions locales qui concernent la littérature, la culture francophone, il faut en tirer des valeurs plus universelles. Je ne sais pas comparer des œuvres qui viennent de différentes cultures. Ce sont quelques exemples qui me viennent maintenant à l'esprit, mais de façon très spontanée. Et j'observe la didactique des langues étrangères, comme vous le savez bien, c'est mon domaine. La didactique évolue énormément parce qu'il y a énormément de recherches et je comprends très bien qu'il est impossible de prendre en considération toutes les données, mais ces données sont accessibles et elles nous donnent aussi certaines informations
à commencer, je ne sais pas, par le niveau neurologique portant sur le fonctionnement du cerveau. Mais ceci aussi se répercute sur certaines, je ne sais pas, comportements de nos élèves. Moi, je n'aime pas, et je dirais maintenant quelque chose de... il ne faut pas peut-être le dire, mais je le dirai quand même. Je pense que on recourt trop souvent à la notion de tradition et très souvent, je ne sais pas ce qui se cache derrière cette notion de tradition. Donc, quels éléments, quels ingrédients de cette tradition sont vraiment importants pour nous et pourquoi nous considérons que tel ou tel ingrédient est important. Est-ce que c'est un sentiment de nostalgie peut-être? Là, c'est un grand débat qui s'ouvre. Je ne sais pas si on a le temps de le continuer, mais si vous voulez commenter vite fait encore cet aveu de Mathieu Smouk, je vous invite à le faire. Et sinon, on va peut-être évoluer vers la fin petit à petit parce que notre temps quand même arrive à sa fin, mais on a encore ces quelques minutes pour éventuellement se positionner par rapport à ces dernières observations. Monica, Magda, vous avez sans doute quelque chose à ajouter. Ouais. Moi, je pense que quand tu parles de la tradition, en fait, c'est lié aussi au passé, en fait, à la spécificité des philologies telle qu'elle était, en fait, telle qu'elle fonctionnait dans le passé. C'est-à-dire, en fait, on voit, en fait, cette spécialisation ou cette particularité des philologies romanes dans différentes universités. Le problème, en fait, peut-être est que maintenant, il y en a beaucoup plus d'études linguistiques, d'études en langue qu'on avait dans le passé. Et c'est pourquoi, à mon avis, il est difficile de revenir sur cette question, de retenir cette tradition philologique telle qu'elle est en fait comprise dans le sens un peu stéréotypé à mon opinion. Mais dans une autre recherche que j'ai faite avec les collègues de Poznań et de Cracovie, par exemple, on a analysé le programme des études philologiques aussi du point de vue de la professionnalisation des cours. Donc, quels étaient les cours concernant les langues de spécialité, quelles étaient par exemple les modalités de coopération avec le milieu de travail. Donc, on voit qu'en fait, chaque filière de langue cherche en fait ce qui est particulier, ce qui sera particulier pour elle, pour son contexte, pour ses ressources personnelles, pour ses possibilités de monter un programme. Voilà, c'est juste pour... Donc pour toi, cette tradition serait quand même reprise et reformulée et retravaillée par chaque filière ou même chaque université de manière assez créative quand même. Ouais, c'est mon opinion. Ok. D'autres veulent... Ça, c'était vraiment une question qui est très large. Cette question, comment faire entre la tradition et les enjeux de la modernité, n'est-ce pas? Enfin, de la contemporanéité, parce que c'est même pas la modernité, mais en tout cas le contemporain. Ça, c'est vraiment une question, surtout dans un monde qui évolue tellement vite et que bon, on va pas résoudre cette question, en tout cas pas maintenant. Mais c'est sûr qu'il faut qu'on l'affronte au quotidien. Ça, c'est sûr. Enfin, je me permets donc de clore sur cette question notre rencontre d'aujourd'hui. Je vous remercie, chers collègues, chers Magdalena, Monica et Mathieu, pour votre présentation. C'était certainement des données très intéressantes et qui vont rester encore un petit peu avec nous pour qu'on puisse vraiment les digérer, qu'on puisse vraiment les analyser. Et je profite de cette rencontre donc, pour vous dire quelques mots à propos de l'activité de Pléiada, parce que en fait, le premier mois de la nouvelle année universitaire touche à sa fin et vous avez peut-être pensé que
Pléiada avait un long démarrage. Donc, je voudrais vous rassurer, il n'en est rien. On n'est pas resté inactif durant et pendant les mois de vacances, nous avons travaillé sur plusieurs fronts. Et donc, je profite de cette réunion pour vous dire quelques mots, partager quelques mots à propos de nos activités. Je voulais vraiment remercier Anita Staron et Monika Grabowska qui sont en train de finaliser la publication qui rassemble les articles des participants au colloque de jubilé à Poznań au mois de décembre. Elle donc prépare le volume correspondant à ces présentations dans la revue Academic Journal of Modern Philology. Et donc, nous sommes particulièrement heureuses de pouvoir assurer cette publication dans une revue qui a 100 points. Et donc, je tiens encore une fois à remercier nos collègues pour le travail de rédaction qu'elles ont fait. Et sinon, je voudrais vous dire que sous l'impulsion des directeurs des romanes réunis le 2 juin à Łódź, nous avons décidé de poursuivre l'idée des congrès des romanistes de manière cyclique tous les 2 ans. Et donc, nos collègues de l'Université Jagiellonne et de l'Université de Commission d'éducation nationale, ça s'appelle maintenant comme ça, je crois, l'Université pédagogique de Cracovie, ont relevé le défi de co-organiser le 2e congrès des romanistes polonais avec Pléiada à Cracovie les 21 et 22 novembre 2024. Ça, c'est la date qui reste encore à confirmer, mais c'est aux alentours de cette période. Et donc, je profite de la présence du directeur de la Jagiellonne, de la romane de l'Université Jagiellonne, Wacław Rapak, pour le remercier pour son implication dans ce projet, ainsi que avec Wojciech Prażur de l'Université de la Commission de l'éducation nationale de Cracovie. C'est vraiment un événement qui sera, j'ose l'espérer, très important, et on va également tout faire pour que les publications puissent avoir lieu dans des revues cotées sur les listes ministérielles. Et je voulais vous dire encore quelques mots à propos des écoles doctorales. Donc, au mois d'octobre, Pléiada, une modeste personne, a participé à l'école doctorale de Bratislava. C'était le 13 et 14 octobre. Et c'était pour moi l'occasion de voir les collègues de Francavie et de Gallica. Et nous avons également fixé des modalités de rencontres, de réunions pour réfléchir à des initiatives communes. Donc, je crois que là encore, on essaye de penser à la manière de dépasser uniquement la tradition des écoles doctorales qu'on maintient parce qu'on considère que c'est quand même une tradition qui vaut la peine d'être poursuivie et d'être maintenue, d'être honorée. Donc, on va continuer. Mais on essaye également de penser à d'autres formes de coopération si quelque chose naît de ces rencontres et de ces délibérations, je vous tiendrai bien évidemment au courant. Et pour revenir encore aux écoles doctorales, je voudrais là aussi remercier Piotr Satkowski de l'Université Nicolas Copernic de Toruń, qui était d'accord pour co-organiser avec Pléiada la prochaine école doctorale, 27e école doctorale à Toruń, et ça aura lieu probablement au mois d'octobre 2024. Donc vous voyez, il y a déjà plusieurs projets qui sont en route et qui sont en préparation. Et pour terminer, selon cette longue intervention, je voulais vous inviter à la prochaine conférence qui sera donnée par professeur Wacław Rapak. Et le sujet est sérieux. Le sujet de cette conférence sera le suivant: modernité entre syncrétisation et éclectisme. Et elle aura lieu le 28 novembre, n'est-ce pas, monsieur Rapak, c'est ça?
Le 25 C'était novembre? plutôt vers la fin Oui, le dernier samedi du mois de novembre. Oui, d'accord. Donc, le rendez-vous est donné. Je vous invite donc à nous rejoindre. Je vous remercie énormément pour aujourd'hui. Je vous souhaite vraiment de passer un très bon samedi, un très bon week-end et au plaisir de nous revoir bientôt. Merci beaucoup.